Florian Philippot, bonjour et merci d'être avec nous pour ce grand entretien. Bonjour, merci à vous, merci pour cette invitation. Alors, on vous a invité pour parler des assises de la souveraineté que vous organisiez avec votre parti ce week-end. Mais avant cela, je profite de la présence de notre dernier intervenant pour faire une transition et vous demander votre avis, vous, sur cette notation de la France, cette notation Fitch qui dégringole, puisque évidemment, concernant notre situation économique, vous avez un avis assez précis et notamment le rôle de l'Union européenne dans tout cela. Oui, bien sûr, cette dégradation était attendue. Elle témoigne d'abord que le Mozart de la finance a reçu encore une fois une fausse note, donc Mm. on n'est pas surpris. La question, c'est qu'on nous avait présenté comme l'Union européenne, l'euro comme extrêmement protecteur. Or, je me rends compte que depuis qu'on est dans cette structure, ça va de mal en pis. Et la réalité, c'est qu'on nous dit maintenant ça pourrait provoquer une crise de l'euro, il y a l'Italie qui s'inquiète. Donc en permanence, en fait, on a l'impression d'avoir une monnaie qui est menacée à chaque soubresaut, ce qui n'est pas la preuve d'une monnaie solide. Voilà. Mm. C'est un problème structurel de l'euro qui a été incapable de nous enrichir, au contraire, qui nous a appauvris et qui, par ailleurs, nous met aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée parce que nous ne pouvons pas dévaluer, nous ne pouvons pas déprécier, donc on ne peut pas relancer l'industrie, on ne peut pas relancer le commerce, et on a l'impression de s'appauvrir année après année. Voilà. La réalité, elle est là. Tant qu'on sera dans ce système européiste, tant qu'on gardera l'euro, tant qu'on sera dans cette incapacité à défendre nos intérêts nationaux et à relancer notre économie, eh bien, on verra progressivement la France et son tissu économique, industriel, agricole se déliter et son déficit commercial exploser. Je rappelle qu'avant l'euro, la France était en excédent commercial, hein. On est passé en déficit commercial au début des années 2000 quand on est passé à l'euro. Mmh. Effectivement, alors donc souveraineté, économique pour la France, c'est, ce qu'on peut souhaiter, euro ou pas d'ailleurs, mais bon, on comprend bien que ça sera difficile, en restant, dans ce système-là. Quoi qu'il en soit donc Florian Philippot, vous, la souveraineté, c'est votre combat. C'est pour ça donc que vous organisiez ces assises de la souveraineté. Ça a eu lieu ce week-end, Adèle Rosner était sur place. Je vous propose de commencer par vous écouter vous-même puisqu'elle a eu l'occasion de vous interroger et puis comme ça on commence par là. Il y avait du monde, il y a une envie de se battre pour la France, il y a envie de sauver la France, il y a une envie de sortir de cet enfer de l'Union européenne, l'enfer de la guerre, de tout ce qu'on a vu. Et il y a des gens rassemblés qui disent c'est le moment de se battre, voilà, tout simplement. Je crois que c'est un grand moment fondateur et fédérateur, vraiment. Sans Frexit, de toute façon, on débat de rien, on ne parle de rien. Il faut absolument faire le Frexit pour être un pays libre en tout domaine, agricole, énergétique, migratoire, diplomatique, tous les domaines. Et puis dessiner un projet pour la France, de grandeur, de prospérité, de sécurité, avoir une voie libre dans le monde, de paix, de liberté. Vraiment, c'est notre combat. Voilà. Je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent sont, d'accord en tout cas. En tout cas, c'est tout ce qu'ils veulent, une Moi, je souveraineté, suis une d'accord, certaine en tout cas. liberté, oui, on se doute. Une certaine liberté énergétique, agricole, migratoire. On va parler de chacun de ces points. Peut-être pourriez-vous commencer par, nous confirmer, nous, ce que vous disiez. Il y a eu énormément de monde à ces assises de la souveraineté. On sent un engouement pour ces thématiques, Florian Philippot? Ah oui, on a vraiment explosé les records. On a compté 3600 entrées, donc 1000 de plus à peu près exactement que l'an dernier, qui avait battu le record. D'ailleurs, on avait ouvert en fait une troisième table ronde. On avait un système avec trois tables rondes en même temps. Alors on va tout mettre en ligne ensuite, hein, parce que évidemment les gens ne peuvent pas se dupliquer, même plus que cela. Donc on va mettre en ligne tous les travaux. Mais il y avait un monde fou partout, une très bonne ambiance, un bel enthousiasme. Et oui, en fait, la souveraineté, si vous voulez, en fait, c'est juste un prérequis, c'est indispensable. C'est simplement la question de la souveraineté, c'est qui décide. En réalité, tant que vous n'avez pas la souveraineté, vous êtes dans un théâtre. Vous êtes dans un théâtre où vous n'avez pas des responsables politiques, vous avez des comédiens qui viennent vous faire des promesses à chaque campagne électorale. Alors moi, je vais réduire l'immigration, moi, je vais relancer les salaires, moi, je vais sauver nos agriculteurs, etc. Et après, bah, c'est Bruxelles qui décide. Donc, en réalité, les Français se disent bah, j'ai voté, mais ça ne change rien. Bah oui, ça vient de là. Ça vient du fait que, regardez, il y a une étude qui vient de sortir, que j'ai republiée hier, sur 100 lois. C'est une étude qui est faite sur 2002 à 2023, donc sur 20 ans. Sur 100 lois en France, il y en a 59 qui sont en fait des transpositions de règlements et de directives européennes, 59.
23 qui sont directement prises par ordonnance par le gouvernement, et seulement 18 qui viennent du Parlement voter comme des lois françaises. Donc il n'y a plus que 18%. Et en fait, ces 18, en plus, si vous regardez, comme les ordonnances, elles ont été écrites à la base pour être déjà conformes au droit européen. Mm. Donc en fait, il y a une mainmise totale d'un système au-dessus de nous, oligarchique, qui décide pour nous. Et c'est pour ça qu'on a le Mercosur, alors qu'on nous avait expliqué qu'on ne l'aurait pas. Moi, j'avais dit depuis le départ, on l'aura, puisque c'est eux qui décident. Et que demain, je vous annonce qu'on aura un accord de libre-échange avec l'Inde, et plus vite que prévu, parce qu'elle a prévu, Ursula von der Leyen a prévu de le finaliser pour fin 2025. L'Inde, 1,4 milliard d'habitants, le pays le plus peuplé au monde. Ça va être catastrophique. C'est pour ça qu'on nous entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. C'est pour ça qu'on ne maîtrise pas nos frontières et qu'on ne peut pas régler le problème migratoire. C'est pour ça qu'on se soumet à des accords commerciaux catastrophiques avec les États-Unis, etc., etc. C'est pour ça qu'on a démantelé l'énergie, voilà, et qu'on voit des éoliennes pousser partout. Enfin, tout ça, c'est lié en fait à un pays qui a un statut de land. On est un land de l'empire européiste, et donc reprendre la souveraineté, ça devrait être la base du combat de tout responsable politique français. Enfin, c'est normalement, c'est ce qui permet ensuite le débat. Pour l'instant, on ne pilote plus rien, et c'est ce que nous avons dit, et c'est ce que nous avons proposé l'inverse lors de ces assises. Mm. Hier, c'était la journée de la démocratie, Florian Philippot, et vous avez commencé votre réponse en disant, voilà, la question aujourd'hui, c'est qui décide? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'imaginer, parce qu'on nous explique tout le temps que la République, c'est la démocratie, et que donc, c'est le peuple qui gouverne, ce sont les Français qui décident. Bon, je pense que la plupart de nos auditeurs ne sont pas dupes, mais votre avis sur cette question? Oh bah alors, je ne savais pas que c'était la journée de la démocratie hier, mais c'est tout ça. Tout Ils ont ça eu le bon devient... goût de pas trop la fêter, c'est Ah oui, déjà ça. oui, c'est ça. Il vaut mieux pas qu'ils en parlent trop, parce que là, franchement, ça devient tellement grotesque. On le voit d'ailleurs, Macron qui s'acharne à nommer des premiers ministres macronistes alors qu'il est complètement minoritaire. Hein, c'est très démocratique. Bon, aujourd'hui, qui décide? Bon, pas le peuple français, ça c'est certain. Le pouvoir est partagé entre Bruxelles, Francfort, la Banque centrale, Washington, avec tout ce que l'on sait du point de vue militaire notamment. Et puis, nous avons autour de ces entités-là des lobbies. Il ne faut pas être naïf non plus. C'est même pas Ursula von der Leyen seule qui décide. Autour d'elle, vous avez Pfizer, vous avez McKinsey, vous avez des lobbies, et en réalité, le peuple là-dedans, et même les nations, souveraineté nationale ou souveraineté populaire, sont complètement effacées. Donc, reprendre le pouvoir, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'OMS, sortir de la CEDH, rebattre monnaie, retrouver des frontières, retrouver des lois souveraines, avoir une diplomatie libre, c'est la base de la base. Après, c'est un combat permanent. Parce que de toute façon, même quand vous êtes un pays souverain, il y a toujours le problème des lobbies, le problème des grandes institutions financières, il y a toujours d'autres problèmes. Et rien n'est jamais pur. Et là, c'est un combat, tout le combat du général de Gaulle a été aussi contre des ingérences extérieures ou privées, alors que nous étions un pays souverain. Donc, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent qui, aujourd'hui, n'est pas mené. Nous avons des déserteurs, nous avons des traîtres à la tête du pays. Nous n'avons pas des hommes d'État, des femmes d'État et des patriotes. Vous parliez du cas de l'Inde. Effectivement, c'est un pays qui représente un énorme enjeu et défi économique pour la France. On comprend bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne aurait plutôt tendance à nous jeter sur un marché justement ultra concurrentiel et sans vraiment avoir les armes justement pour y faire face. Néanmoins, si demain l'Union européenne changeait, est-ce que ce serait pas plutôt rassurant de se dire que justement on va affronter de nouvelles puissances économiques comme l'Inde à plusieurs, et donc peut-être avec un peu plus de poids, Florian Philippot? D'abord, il y a un prémisse problématique dans votre phrase. Si l'Union européenne changeait, comment? En fait, elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer, et vous voyez bien qu'en fait, en permanence, elle déroule un plan qui est très ancien. Si vous lisez la doctrine Schuman dès les années 50, si vous lisez Jean Monnet des années 50, vous ne serez pas surpris par l'Europe que vous voyez aujourd'hui, où ils expliquent qu'à chaque fois, on avance par la méthode du cliquet, on ne peut pas revenir en arrière, ce sont des changements irréversibles. Et ils avaient commencé à l'époque, ils ont voulu commencer par la défense, la communauté européenne de défense, par l'armée européenne. Ça a été rejeté en 1954 par le Parlement français, comme quoi les temps ont changé. Donc ils sont passés par un autre biais, mais là aujourd'hui on voit bien qu'ils veulent revenir à l'armée européenne. Il suffit d'avoir écouté le dernier discours sur l'état de l'Union mercredi dernier d'Ursula von der Leyen, elle était très claire là-dessus. Il suffit de voir leur hystérie face à la Russie qui donne un prétexte pour créer l'armée européenne. Donc en fait, changer l'Union européenne aujourd'hui, il faudrait l'unanimité des 27 États membres sur exactement le même projet à la virgule près au même moment. Vous ne l'aurez pas.
Vous ne l'aurez pas tout simplement parce que d'abord, les intérêts allemands et français ne seront jamais alignés, les intérêts polonais non plus, les majorités politiques ne seront jamais alignées de la même manière dans les 27 pays au même moment. Donc en fait, tout ça, pendant qu'on se dit un jour ça va changer, ça fait 40 ans qu'il y en a qui vendent ça aux Français, le temps passe, la France se délite et on n'a plus le temps d'attendre. En fait, la seule solution, on le voit bien, c'est de sortir. Et affronter ensemble, le big is beautiful, j'y crois pas. Affronter ensemble l'Inde, ça ne veut pas dire grand-chose parce que l'Allemagne voudra lui vendre des machines-outils et donc il faudra bien donner une compensation. Et la compensation, elle est toute trouvée, c'est l'agriculture française. Donc vous voyez, même quand vous êtes ensemble, quand vous n'êtes pas alignés sur des intérêts nationaux propres, vous perdez. Vraiment, le big is beautiful, on l'a vu lors de l'accord avec les États-Unis, l'accord commercial. On a un accord bien moins favorable que celui signé par le Royaume-Uni, libre et indépendant grâce au Brexit. Il a un accord plus favorable que nous. Pourtant, c'est 65 millions d'habitants par rapport à 450. Et pourtant, ils ont gagné. Et pourtant, la Suisse, dans ses négociations commerciales, la petite Suisse par rapport à la France, gagne ces accords commerciaux. Parce qu'elle est homogène dans ses intérêts, elle sait ce qu'elle veut. Elle arrive à la table de négociation, elle sait quels sont ses intérêts nationaux, quelles sont ses filières fortes, quels sont ses points faibles et ses points forts. Nous, on arrive là-bas, on délègue à une Allemande, Ursula von der Leyen, le devoir de défendre des intérêts extrêmement divergents, hétérogènes, et donc on ne peut que perdre. On ne peut que perdre. Mmh. Concernant la dette française, qui bien sûr est dans tous les esprits, Florian Philippot, hier on recevait Thierry Mariani qui nous expliquait que si jamais nous voulions quitter l'Union européenne, non seulement il faudrait gérer toute cette dette, mais en plus nous devrions partir avec un cadeau de départ et donc une partie de la dette européenne. Est-ce qu'on serait en capacité de gérer ça ? Écoutez, j'ai vu l'extrait de Thierry Mariani, j'y ai même répondu sur les réseaux sociaux. D'abord, je suis surpris de voir que le RN, puisqu'il est eurodéputé RN, est capable de dire strictement l'inverse de ce qu'il disait il y a quelques années, puisque je rappelle qu'en 2017 encore, Marine Le Pen disait que 70% de son programme dépendait de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc moi, je trouve que c'est toujours une contorsion intellectuelle particulière de trouver les pires arguments du monde aujourd'hui contre ce qu'on défendait hier. Je trouve que ce n'est pas très rassurant pour les électeurs, parce que ça veut dire que d'autres revirements sont possibles. Ensuite, reprendre les arguments du système, nous dire que ça nous coûtera 30% de niveau de vie, mais ça vient d'où ça ? Ça vient de quoi ? Ça vient de l'Institut Jacques Delors ? Ça vient de l'Institut Montaigne ? Bah oui, ça vient de l'Institut Montaigne. C'est problématique de reprendre les instituts du système quand on s'appelle le RN et qu'on fait croire qu'on est un parti d'opposition et qu'on raconte donc là n'importe quoi. Bon, et on par imagine ailleurs, qu'ils ont dû vérifier les chiffres. Ah non, mais ils reprennent, moi je vous dis, ils reprennent les instituts. C'est tout ce qu'on combattait avant au FN et au RN, c'est-à-dire la propagande, le projet peur, le Fear Project, comme il a été théorisé au Royaume-Uni lors du Brexit. C'est ce que nous servait sur un plateau l'UMPS à l'époque. Maintenant, c'est eux qui reprennent ça, c'est dans leur bouche. Enfin, je trouve ça incroyable et sidérant. Et par ailleurs, ils racontent n'importe quoi sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a pas pris de dette européenne. Le Royaume-Uni, au contraire, a évité de rentrer dans le plan Covid, le plan de relance Covid, qui lui coûtait fort cher. Il est parti juste avant. Le Royaume-Uni a finalisé ses engagements qu'il avait financés jusqu'en 2020, parce qu'il était engagé il avait des engagements budgétaires sur la période 2014-2020. Il avait les pensions des fonctionnaires européens britanniques pour 4-5 milliards de livres sterling. Il avait quelques engagements, c'est ce qu'on a appelé là-bas le divorce bill, l'exit bill, la facture de départ, 30 à 35 milliards de livres sterling. Mais vous les récupérez extrêmement vite. Parce qu'un pays comme la France, chaque année, une fois qu'il est sorti, il gagnera 20 milliards par an. Différence entre ce qu'on donne au budget européen et ce qu'il nous rend en retour. 20 milliards par an. Ça va être une économie immédiate. Ça va être par ailleurs une capacité de relancer notre économie. On aura le droit enfin de faire du patriotisme industriel. On aura le droit de protéger notre agriculture. On aura le droit de dénoncer le Mercosur et l'accord avec l'Inde. On aura le droit de contrôler nos frontières nationales, de réduire drastiquement l'immigration. Là, oui, on pourra le faire. Alors que le RN ne peut plus le faire en voulant rester dans Schengen, la CEDH et l'Union européenne. Donc on fera baisser les coûts également et on améliorera le bien-être, la sécurité, la prospérité dans la société française. On aura le droit de s'échapper de l'escalade mortifère vers la guerre contre la Russie. Vous voyez, tous les avantages, c'est incroyable qu'ils n'en parlent pas, mais les avantages sont très supérieurs aux petits inconvénients de départ, évidemment. Et puis un avantage suprême, c'est que votre pays est libre. Et pour quelqu'un qui se dit patriote, ça devrait être plus que tout ça. On ne peut pas accepter d'être sous tutelle. Moi, je n'accepte pas qu'il y ait des commissaires non élus qui décident à ma place, corrompus et non élus. Je n'accepte pas cela. Et on devrait toujours défendre cela, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune autorité supérieure
à celle de la France et du peuple français. Donc voilà, merci de m'avoir permis de répondre à ces contre-vérités. Mais c'est navrant de voir un parti comme le RN qui se dit premier opposant au système, ce qu'il n'est plus, clairement plus. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs en 2017. J'avais deviné tout ce qui allait se passer et je n'ai pas été déçu du voyage. Aujourd'hui, reprendre dans sa bouche tous les arguments du système. Voilà, c'est incroyable. Et y compris jusqu'à faire peur aux Français. Et ça, c'est pas bien. Est-ce que vous pensez, Florian Philippot, qu'aujourd'hui la France est en capacité de produire suffisamment? Puisqu'on le sait, notre industrie est quand même au plus mal. Emmanuel Macron a achevé de la démanteler. Est-ce qu'on serait réellement capable de produire autant que les Français en auraient besoin et dans bien des domaines? Alors, une excellente question. C'est un vrai sujet. Pas immédiatement. Pas immédiatement parce que notre outil industriel a été affaibli et détruit en partie et parce que nous avons un problème aussi de formation. On ne forme pas assez d'ingénieurs, par exemple, en France. Et puis quand on les Donc, forme, ils s'en vont. Donc, exactement, vous avez raison. Parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Voilà. Alors, ça, c'est un cercle vertueux à réenclencher. Et ça, pour ça, il faut un État stratège. Un État stratège qui, à la fois, pilote avec les industriels les besoins de formation pour que, en amont, on ait un effet sur le système éducatif et le système universitaire et le système de grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs, et qu'on puisse calibrer la formation par rapport à ce que l'outil industriel français aura besoin, ce dont il aura besoin. Et ensuite, évidemment, il faut redonner immédiatement une commande publique, une commande privée à ce système industriel pour lui permettre de se redévelopper. Et là, on aura une arme très intéressante, c'est que si on quitte l'Union européenne et le droit européen des marchés publics, nous pourrons donner une priorité à la production française dans les marchés publics, dans les contrats publics, ce qui aujourd'hui n'est pas autorisé, ni dans les contrats publics des collectivités locales, ni dans les contrats publics des administrations ou de l'État. Aujourd'hui, même les cantines scolaires, vous ne pouvez pas donner priorité, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de mettre une clause en disant je voudrais qu'on mange localement pour les enfants de l'école, on utilise les exploitations agricoles du coin et qu'on soit. Vous n'avez pas le droit de mettre ça, c'est interdit, le droit européen l'interdit. Là, on pourrait le faire et même à bien plus vaste échelle pour relancer, vous voyez, la machine, le moteur. Ensuite, on calibre avec le système de formation et on crée une politique. Il faudra dévaluer un petit peu la monnaie parce qu'elle est trop forte pour la France. C'est en fait un gros Deutschmark, l'euro, donc ce n'est pas adapté à la France, pour rétablir une puissance commerciale qui aujourd'hui a été très diminuée et donc réduire d'abord notre déficit commercial, puis aller vers un excédent commercial. Vous voyez, c'est des choses qui se mettent en place progressivement. Ça ne se fera pas en 3 mois, ça se fera sur plusieurs années. Mais en même temps, je trouve que c'est un côté très enthousiasmant parce qu'on pourra dire aux Français, regardez, là, on a un cap, on a un projet national, tous ensemble. Et on va relever ensemble le défi. Et je pense que ça relèvera le niveau de morale de la population. On sortira de la morosité ambiante parce que les gens se diront on sait où on va et puis on a peut-être une perspective pour les jeunes. Ils pourront rester en France. On va réenclencher quelque chose d'intéressant. Je trouve que c'est vraiment très enthousiasmant. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a plus de projet national aujourd'hui. Il n'y en a plus du tout. Florian Philippot, vous restez encore quelques minutes en tête-à-tête avec nos auditeurs et puis nous serons rejoints par Richard Desèze qui nous présentera sa chronique pendant une dizaine de minutes et on terminera cette discussion donc à 3 jusqu'à 8h15. Donc restez bien avec nous, chers auditeurs. Florian Philippot, on continue, vous nous disiez effectivement, c'est assez difficile de toute façon de changer de direction avec l'Union européenne puisque pour cela, il faudrait mettre d'accord 27 pays membres, ce qui semble assez improbable. Néanmoins, il y a quand même certaines thématiques, on le sent, qui ont tendance à fédérer les peuples. Et par exemple, les manifestations qui ont lieu ce week-end à Londres ont tendance à démontrer qu'effectivement, sur des questions telles que l'immigration, la liberté d'expression, le racisme anti-blanc, les questions d'identité, les peuples européens ont quand même tendance à se regrouper et en tout cas à faire corps. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène migratoire qui est devenu complètement délirant. Et la réalité, c'est que les peuples n'en peuvent plus. Je crois qu'il faut que chacun comprenne que l'immigration massive, qui est dénoncée depuis pas mal de temps maintenant, si elle continue et si même elle augmente chaque année, c'est que c'est un projet. Il faut comprendre que ce n'est pas simplement comme ça, par hasard, il y a tous les ans plus d'immigration. Non, c'est un projet mondialiste qui vise à enrichir quelques-uns parce qu'ils pourront faire plus de profit, les salaires vont être baissés, le système social va être dégradé, il y aura une concurrence de tous contre tous.
et en même temps, c'est un projet de destruction des nations. C'est ça, il y a un projet De... idéologique au-delà de l'économie. Et Bien on sûr, c'est invite un les projet, auditeurs à se renseigner sur l'idéologie de Soros et compagnie. c'est clair et net, c'est un projet très idéologique de destruction des identités nationales, de l'unité des nations, et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et au passage, vous avez évidemment des gens qui s'enrichissent grassement sur tout ça, des associations, des ONG, des mafias, clairement, des passeurs d'êtres humains, et quelques très grands patrons. Et en réalité, ce qu'ont fait les Britanniques, c'était une manif qui était énorme. C'est pas du tout les 110 000 qu'a dit la police. Enfin, il suffit de voir les images. Ouais. C'était des millions de personnes avec le drapeau. C'était sur la question migratoire, c'était sur la question de la liberté d'expression, et c'était sur la question, je crois, plus générale et fédératrice de on reprend le contrôle de notre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que le Royaume-Uni a fait le Brexit. Mais pour l'instant, leur Brexit leur a été un peu volé par leurs dirigeants, parce qu'ils ont Keir Starmer, qui est un mondialiste à la tête du pays. Et le premier mot d'ordre de cette manif, d'ailleurs, c'était démission de Keir Starmer, départ de Keir Starmer. Mais demain, quand le Royaume-Uni aura un Farage à la tête du pays, qui est largement en tête des sondages, ils pourront immédiatement enclencher une nouvelle politique parce qu'eux ont déjà repris leur liberté grâce au Brexit. Et notamment en matière migratoire. Eux, et voilà. Alors que nous, si vous voulez, même demain, si vous avez une majorité soi-disant anti-immigration, style RN ou Reconquête, mais qu'on reste dans Schengen, l'Union européenne, nous ne pourrons même pas enclencher sur ce sujet-là, et je ne parle même pas des autres, hein, même pas sur le sujet migratoire, vous ne pourrez pas enclencher de vrais changements. Regardez Mélanie. Mélanie, vous avez eu l'an dernier presque 500 000 entrées en Italie. Et si en revanche il y a des changements donc, au sein de l'Union européenne, avec un changement général, c'est-à-dire qu'on aurait Meloni en Italie, mais on a aussi les partis patriotes d'autres pays européens qui commencent à monter et voire à prendre le pouvoir. On a l'AfD en Allemagne, l'Autriche suit le mouvement, la France on verra, mais il y avait déjà aussi la Hongrie. Donc il y a pas mal de pays qui sont prêts à se fédérer autour de cette question. Oui, mais Mélanie, vous la regardez, elle devait en faire des choses, hein. C'était extraordinaire. Il y a 2 ans qu'elle est à la tête du Conseil italien, présidente du Conseil, enfin Premier ministre. Elle devait faire un blocus en Méditerranée, elle devait réduire l'immigration à 0, etc. Et en fait, elle délivrait des visas de travail, 454 000 visas de travail. Et puis on sait que derrière tout ça, ça va créer de l'immigration clandestine parce que le premier pourvoyeur d'immigration clandestine, c'est l'immigration légale. Contrairement à ce que pensent les gens intuitivement, ce n'est pas simplement les bateaux. Les bateaux, c'est quelques dizaines de milliers par an, c'est trop, il faut les arrêter, mais c'est très mineur dans l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, c'est surtout des gens qui avaient un titre de séjour qui expire, et au lieu de repartir comme ils devraient repartir à la fin de leur titre de séjour, ils restent et ils deviennent clandestins. C'est ça la première source d'immigration clandestine, et de loin, et partout. Et donc, en augmentant fortement l'immigration légale, elle est en train de créer l'immigration clandestine de demain et d'après-demain. Voilà. Donc en fait, et puis si j'ajoute à ça le départ l'an dernier de 250 000 Italiens, il n'y a jamais eu autant de départs. C'est vraiment un pays qui n'a pas du tout réglé la question migratoire. Et donc, et elle ne peut pas avec les outils actuels, elle ne peut pas, de toute façon, même si elle le souhaitait, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire parce que vous ne maîtrisez pas vos frontières, vous êtes pris dans un système où vous n'avez pas le droit d'expulser qui vous voulez, vous n'avez pas le droit de restreindre ou de mettre fin au regroupement familial. Regardez, même le petit accord qu'elle a voulu faire avec l'Albanie a été interdit par les juges au nom du droit européen. Donc on est vraiment pieds et poings liés. Donc sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, il faut reprendre la souveraineté. Merci Florian Philippot. On va continuer cette discussion. Puis d'ailleurs, j'aurais peut-être une ou deux questions sur ce Mercosur que on va devoir nous faire avaler quoi qu'il arrive. Ça paraît inévitable. Mais avant cela, nous retrouvons, chers auditeurs, Richard de Sèze qui nous présente sa chronique. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Florian Philippot, merci d'être encore avec nous jusqu'à 8h15. On invite les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant à retrouver l'entretien en entier dans la journée sur notre chaîne YouTube, évidemment, ou sur le site internet rc.fr. Florian Philippot, je vous propose de donner votre avis sur Monsieur Lecornu, puisque c'était le sujet, en tout cas en première partie de la chronique de Richard de Sèze. Est-ce que vous avez vécu cette nomination comme un camouflet justement de la part d'Emmanuel Macron, dont plus personne ne veut et qui continue de nommer Premier ministre des macronistes ? Puisqu'on nous le présente comme le meilleur ami de Macron et même le chouchou de Brigitte. Hein. Donc c'est quand même. C'est mignon. Ça, c'est la presse qui l'écrit. C'est Brigitte et les garçons, hein, pour être
pour être Premier ministre en Macronie. Mais objectivement, moi, j'y ai vu un signe assez inquiétant parce qu'il était quand même ministre des Armées. C'est lui, depuis mai 2022, c'est lui qui a piloté la guerre d'Ukraine. Et donc, mettre à Matignon le ministre des Armées, dans le contexte actuel, c'est quand même un signe. Ça donne une coloration à Matignon, où on voit bien qu'ils sont en train tous là de s'exciter dès qu'un drone tombe dans des conditions plus ou moins étranges en Pologne ou en Roumanie. Et immédiatement, c'est l'excitation. Macron a envoyé quand même 3 avions Mirage français en Pologne. Le Royaume-Uni vient d'annoncer l'envoi également en Pologne d'avions de combat. Donc on sent une espèce d'envie d'escalade, ce qui est très dangereux parce que les pouvoirs très délégitimés, très haïs par leur peuple, quand les situations économiques et financières sont catastrophiques, bien ont toujours la tentation de la guerre. Et c'est une constante dans l'histoire. Et quand vous y ajoutez en plus l'Union européenne qui veut profiter de la guerre comme son moment hamiltonien pour avoir son armée européenne, comme elle a profité du Covid pour piquer la santé, il y a des raisons d'être inquiet de ce point de vue-là. Et moi, donc je vois la nomination de Lecornu quand même dans ce contexte-là. J'appelle vraiment les Français à être extrêmement attentifs. Certains disent c'est impossible, la guerre, etc. Oui, bien sûr, c'est impossible, c'est toujours impossible. Sauf que le problème, c'est qu'il suffit d'envoyer quelques milliers de soldats en Ukraine, français. Un incident peut arriver. Ils seront la cible, une cible de choix de la Russie. Elle a prévenu, elle l'a dit maintes fois et elle le fera. Et à partir du moment où vous aurez un soldat français qui sera tué par une attaque russe, qu'est-ce qui se passera ? Pour l'interrogation, qu'est-ce qui se passera derrière ? Je n'ai pas envie de découvrir cela et je pense qu'il faut être là-dessus extrêmement mobilisé et vigilant. Florian Philippot, je vous écoutais tout à l'heure et vous parliez de l'espace Schengen en expliquant qu'une fois qu'on est évidemment à l'intérieur des lois de l'Union européenne, rien n'est possible. Mais par exemple, François Hollande a à plusieurs reprises appliqué Schengen et fermé les frontières de la France. On a l'impression qu'il y a une partie des dispositifs européens qui peuvent être mis en œuvre, qui ne sont rarement mises en œuvre par la France, dont la France, c'est-à-dire quand elle les met en œuvre, en fait rarement la publicité parce que ce serait apparaître comme un mauvais élève européen, mais la fermeture des frontières est possible dans l'espace Schengen. Alors, François Hollande avait annoncé ça le soir du 13 novembre. Il avait dit je ferme les frontières. Et il a demandé la dérogation qu'on reconduit tous les 6 mois. D'ailleurs, on continue de la reconduire, en fait. Il n'y a pas eu de changement depuis. Exactement. C'est ce que fait d'ailleurs l'Allemagne aussi. Bon, alors, si les Français ont le sentiment qu'ils écoutent que les frontières, y compris après le 13 novembre, ont été fermées, moi, je peux vous dire que non, parce que moi, à ce moment-là, je suis allé à ce moment-là vers la Moselle et j'ai constaté que les frontières n'étaient même à ce moment-là, alors qu'on venait d'avoir 130 morts au Bataclan, etc., même à ce moment-là, je peux vous assurer que les frontières n'étaient pas fermées et qu'elles étaient extrêmement mal contrôlées pour une raison simple, c'est que depuis qu'on a mis en place tout ça au début des années 90, on a démantelé le corps des douanes. Donc après, vous pouvez décréter comme ça la fermeture des frontières, mais si vous n'avez pas l'outil derrière, il nous reste des douanes, bien sûr, mais elles sont plus que l'ombre d'elles-mêmes par rapport à ce qu'elles étaient. Et puis vous avez tout un tas de jurisprudence qui interdit les contrôles pile aux frontières. Il faut que ce soit mobile dans une bande par rapport de certaines largeurs par rapport à la frontière de chaque côté du pays, etc. C'est compliqué. Par ailleurs, pourquoi prendre un chemin aussi biscornu, compliqué, long à mettre en œuvre, alors qu'il y a une solution simple, c'est de faire comme 95% des pays du monde, c'est-à-dire avoir nos frontières nationales, point barre. Moi, c'est toujours un truc qui m'échappe, c'est quel est l'intérêt de toute façon d'essayer de trouver des failles à l'intérieur du système pour faire un truc évident quand vous êtes libre. Un truc tellement facile à faire quand vous êtes un pays indépendant. Pourquoi il faudrait... voilà. C'est comme les barrages hydroélectriques. On a mis 20 ans pour négocier un accord pour avoir le droit d'investir dans nos barrages. 20 ans. Et encore, il y a des contreparties inacceptables puisque EDF doit vendre un tiers de sa production issue des barrages hydroélectriques à des concurrents qui n'existent pas. Une sorte d'arène, mais cette fois comme le nucléaire, mais pour l'hydro. Alors que si on avait été un pays indépendant qui maîtrise son énergie et ses barrages, on l'aurait fait du jour au lendemain, on n'aurait pas attendu 20 ans et on l'aurait fait sans contrepartie catastrophique. Vous voyez tous les avantages de la liberté, ils sont énormes. Les avantages de l'indépendance sont énormes par rapport à l'Union européenne. Alors, bon, j'avoue que vous prêchez un converti et que ma question était de pure forme, parce que c'est très compliqué d'adhérer à l'Union européenne, surtout au regard de son bilan catastrophique. Une autre critique qui possible, enfin critique non pas de votre programme, mais une autre inquiétude, c'est de se dire, en fait,
un pays est libre, mais les échanges sont internationaux, les systèmes financiers sont internationaux, le commerce est international, il y a une libre circulation des biens et des personnes, qui d'ailleurs n'est pas forcément gênante en soi. Comment faire pour que la France existe internationalement alors que sa diplomatie est en piètre état? Est-ce qu'un pays peut être libre tout en étant isolé, ou est-ce qu'au contraire, un pays libre est malgré tout inséré dans un tissu de relations internationales dont il a besoin? Oui, si vous voulez, la liberté n'est pas l'isolement, justement. Euh, Vous dites, à juste titre, la diplomatie française est très mal en point. C'est normal. À partir du moment où on a renoncé en fait à avoir une diplomatie française et qu'on a nommé une haut représentant à l'Union européenne, Kaja Kallas, pour diriger une soi-disant diplomatie européenne qui ne peut pas exister. Parce que si on est sérieux 2 secondes, on se rendra compte qu'on ne peut pas avoir la même analyse du monde et des enjeux géopolitiques que la Lituanie, que même la Pologne, l'Allemagne ou les pays du Nord, etc. On ne peut pas. C'est logique. Chacun a son histoire, chacun a ses cercles d'influence, chacun a ses points, ses zones de force et de faiblesse. Et donc, on ne peut avoir de diplomatie que nationale. Mais à partir du moment où vous empêchez cette diplomatie nationale de fait d'exister, vous rendez forcément votre voix inaudible et donc vous vous affaiblissez. Et puis, est-ce que vous pensez que Lula au Brésil, Poutine en Russie et d'autres vont aller s'intéresser à la position de Macron alors qu'ils savent qu'on n'est pas un pays souverain? Je prends un exemple simple. Lula, un jour, l'an dernier, a dit à Macron sur le Mercosur, il l'a dit publiquement, ce n'est pas toi qui décides de toute façon, c'est Ursula von der Leyen. Ce qui est vrai. Et on a vu le résultat, puisque finalement, le Mercosur s'est imposé. Oui, mais là, on dit on est dans le commerce, on n'est pas dans la diplomatie. Mais vous êtes déjà dans la diplomatie. Parce que quand vous ne maîtrisez plus votre commerce, vous perdez une arme dans la diplomatie. Regardez comme Trump utilise le commerce dans la diplomatie. Il utilise en permanence l'arme commerciale, les droits de douane, les menaces, le chantage sur les droits de douane. Et cette bonne guerre, il a raison de l'utiliser, pour faire pression sur des sujets, y compris très politiques et diplomatiques. Donc quand vous perdez un outil, et on le voit aussi malheureusement face à l'Algérie, comme l'Algérie sait qu'on n'est pas un pays souverain, l'Algérie sait parfaitement qu'on ne maîtrise pas nos frontières, elle sait parfaitement qu'on ne maîtrise pas notre commerce, donc elle n'a pas peur de nous. Elle se fiche de nous dans le rapport de force, parce qu'elle sait qu'on n'est pas un pays souverain. Et donc, tous nos deals, toutes nos négociations diplomatiques, on les perd systématiquement. C'est normal, il ne peut pas en être autrement. Alors qu'une France indépendante aurait une voix claire, probablement différente du bruit ambiant sur beaucoup de sujets, et en plus pourrait bénéficier de cet atout extraordinaire que constitue l'outre-mer, qui nous donne 30 frontières, et les 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, qui nous donne à l'ère des BRICS un atout considérable, qui est complètement aujourd'hui minimisé, alors que plus que jamais, ce serait un atout pour la France que de valoriser son outre-mer et son espace maritime. Florian Philippot, sur ce Mercosur, on a quand même l'impression, au travers des différentes prises de parole de ces responsables, que l'Union européenne tente de soigner un petit peu la France, qu'elle sent chagrinée, et a raison. Et par exemple, on avait l'annonce de Bruxelles qui promettait un acte juridique complémentaire au Mercosur, justement pour pouvoir protéger la France de tout ce qui pourrait lui faire défaut dans ce pacte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ce sont les clauses de sauvegarde. Même la FNSEA, je l'entendais hier son patron, M. Rousseau, sur une radio, même la FNSEA, et pourtant, ce n'est pas quand même des gens très vaillants dans le combat, hein, même la FNSEA a dit que c'était de la rigolade, ces clauses de sauvegarde. Non, il y en a toujours. Ça, c'est pour la forme. Pour faire passer la pilule, on vous ajoute des pseudo-clauses de sauvegarde qui sont très vagues, très floues, qui ne sont jamais déclenchées. Mais la réalité, c'est que l'accord, il passe. Et la réalité, c'est qu'on va importer 99 000 tonnes de bœuf en plus, 180 000 tonnes de sucre, 45 000 tonnes de miel, etc., etc., 180 000 tonnes de volaille. Et puis vous ajoutez à ça tout le reste. Hein. Il y a déjà eu le CETA avec le Canada, il y a déjà eu la Nouvelle-Zélande, il y a déjà eu l'Australie, il y a l'Ukraine, catastrophique, sur les œufs, sur le poulet. Et pendant ce temps-là, puis il y aura l'Inde, on l'a dit, et pendant ce temps-là, on massacre notre propre troupeau en France. Ça a été l'été meurtrier en Savoie, en Haute-Savoie, dans l'Ain, avec la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, on abat tous les troupeaux, on massacre l'agriculture française parce qu'il faut, et c'est écrit dans les papiers du ministère de l'Agriculture, il faut réduire le cheptel de 25 à 30% sous prétexte de climat. C'est écrit officiellement, c'est l'agenda européen, le même que les Pays-Bas appliquaient il y a quelques années, ce qui avait déclenché la colère paysanne.
et pour laisser la place, en fait, à tous ces marchés étrangers à qui on a décidé de déléguer l'agriculture de très basse qualité, et pour laisser la place, accessoirement aussi, aux insectes, aux larves et aux produits de synthèse issus des laboratoires de Bill Gates. Le beurre au CO2, la viande de synthèse. Voilà. Bill Gates Toutes et ces de industries Xavier sont Niel. en train- Accusons Et de de Bill Xavier Gates, mais Niel, enfin tout à fait. parlons aussi des industriels français qui sont coupables. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Il y a cette volonté politique, et tout à l'heure vous disiez c'est un projet enthousiasmant. Vous avez raison, pour un Français qui croit encore un peu à son pays, pour un Français patriote, de se dire on va en baver des ronds de chapeau pendant 5 à 10 ans, mais peu à peu, on va arriver vers un pays mieux en forme, un pays écouté, un pays où le peuple sera pris en considération. Comment est-ce que les milieux économiques sont capables d'adhérer à ce genre de projet ? Même le général de Gaulle, dont on a vanté la planification industrielle, n'a en fait pas réussi à engager les industriels français dans un projet national. Évidemment, Emmanuel Macron, avec tout ce qu'il a redonné comme pouvoir financier aux entreprises, avec tous les allègements d'impôts qu'il a eu, n'a pas réussi à ce que les entreprises investissent en France. Elles ont fait de l'optimisation fiscale, elles ont fait du rachat d'actions. Autrement dit, il n'y a plus aucun patriotisme économique, et pourtant aujourd'hui, on voit bien que la vie d'une nation est suspendue à la vie économique, à son tissu d'entreprise, à la manière dont les PME, les ETI et les grandes entreprises sont capables ou pas de se lancer dans un projet national. Oui, d'abord le tissu d'indépendants, de PME, TPE, PMI, bon, ça n'a rien à voir avec les grandes entreprises, même si elles peuvent être sous-traitantes, mais en termes de mentalité, de psychologie, on n'est pas dans le mondialisme. On est sur des gens qui, justement, sont sur leurs marchés locaux et qui ont intérêt à ce que ça aille bien, intérêt à avoir des clients, intérêt à ce que l'économie française aille bien. Donc je pense que là, au contraire, on aura leur adhésion, d'autant que dans le projet Patriote que moi je propose, elles sont beaucoup moins taxées, ces petites entreprises. Et il y a une vraie simplification pour elles, et on leur fiche la paix pour se développer en France. Sur les grandes structures, oui, c'est un combat permanent. Mais vous savez, il y a du pragmatisme aussi dans l'économie et la finance. C'est qu'ils ont plutôt intérêt à ce que le marché français se porte bien. Ils n'ont aucun intérêt à un marché déprécié. Ils n'ont aucun intérêt à un marché déprécié qui va entraîner une hausse des impôts et des taxes. Ils n'ont aucun intérêt à cela. Ils ont plutôt intérêt aussi à un retour d'un cercle vertueux. Alors évidemment, après, vous aurez toujours des forces considérables, financières, antinationales. Vous avez raison, De Gaulle s'est battu contre elles. Ça a été un peu tout le fil rouge de notre histoire. Et ce n'est pas qu'en France. Et on voit en ce moment même Kennedy Jr. aux États-Unis. Il doit lutter contre Big Pharma. Il doit lutter contre Big Food, comme on dit, l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique. Ça, c'est un combat que le politique doit mener. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Ils ne vont pas se soumettre. Je ne dis pas qu'on aura 1000 ans de paradis après le Frexit. Je dis qu'au moins, on aura les clés pour redresser notre pays. Après, le combat continuera et il sera permanent. Et il nécessitera d'avoir à la tête du pays des hommes et des femmes qui aiment leur pays. C'est la première des conditions. On va terminer sur ces mots, Florian Philippot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. L'entretien a l'air d'avoir plu aux auditeurs, donc vous le savez, on vous invite régulièrement. Vous êtes président des Patriotes, faut-il le préciser. Merci et à très bientôt, Florian Philippot. Merci à vous, excellente journée. Merci, au revoir.